Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Nouvelles de Hugo. Un texte écrit par Hugo Bartoli, lu par Laurence. Les génies sont géniaux. Ils ont ce don, sans oser l'antiphrase, de nous faire croire au monde stélé dans lequel ils évoluent. Doués à nous mentir et à nous manipuler pour nous ouvrir les portes d'un ultimatulé préfabriqué et flexueux, peuplé de trucages dont seuls ces magiciens ont le secret, pour laisser s'échapper de leurs chapeaux claques des colombes de papier, des partitions comme des clameurs offertes à la postérité. Léo Ferré est de ces légendes qui ont construit une légende de toutes pièces, sans Dieu ni maître, dont l'intempérance nous a laissé des chansons héristiques en guise de déclaration de guerre et d'amour. Révolté, colérique, parfois drôle, souvent mélancolique, l'anarchiste qui détestait le fric tout en l'amassant tout au long de sa vie et qui dut se justifier de rouler en Ferrari, ne cessa de construire, pierre après pierre, une statue indéboulonnable et polymorphe. Son œuvre jaculatoire a traversé les décades, protégé de son érosion par les couches de vernis mensonger dont il usait à outrance pour en masquer l'aubier. Léo Ferré avait la franchise de la lucidité. Il ne faut pas connaître les artistes. La vie d'artiste, c'est sur scène que ça se passe. La vie des artistes, c'est la vie privée. Il y a eu des livres qui ont raconté ou qui racontent parfois des balivernes, parfois des vérités arrangées ou des vérités dérangées. C'est une autre histoire, leur histoire. Quand ça n'apporte rien à la création artistique, laissons les chansons donner leur part de lumière. Mort dans son lit le jour de la fête nationale, lui qui vomissait les parades, les hymnes et les drapeaux et n'avait jamais voté, ce combattant de la bourgeoisie s'est éteint en bourgeois, riche, entouré de ses héritiers qui aujourd'hui encore jouissent de leur fortune que leur rapportent leurs terres, leurs domaines et leurs royalties. Il avait toujours prédit que ses enfants n'auraient pas de patron, et il tint parole. Avant de fonder cette famille qui vit aujourd'hui très confortablement des fruits de ce talent, Léo Ferré a connu une autre vie avec une autre femme durant de longues années décisives. Musée servante, forte et soumise, Madeleine Rabereau a aidé Léo Ferré à se réaliser en tant qu'homme et en tant qu'artiste. À ses côtés, elle partagea les années difficiles puis les années fastueuses, lesquelles, hélas, au lieu de les rapprocher, les séparèrent. Romanichels de luxe, ils vécurent leur ascension comme des mômes gourmands jetés dans une confiserie jusqu'à l'indigestion. À l'abri des hauts murs d'une propriété féodale coupée du monde, devenue une arche de Noé composée d'une large quantité d'animaux sauvages et domestiques, le couple cultiva un certain art de vivre dédié à une liberté trouble, troublée, troublante. Derrière l'amant, l'amoureux et l'époux, vivait un homme lige dévoué à une guenon appelée Pépé, avec des yeux comme des lucarnes, pour laquelle il composa une chanson et dont la vie et la mort brutale signalent le délitement du lien qui les avait unis. Après l'amour, la passion, le partage, la complicité, la haine et l'indifférence du poète s'acharnèrent à discréditer celle qui l'avait soutenu sans la moindre défection, au point de la complicer d'outrage dans son cercle privé et professionnel. Madeleine, malheureuse ilote abandonnée à sa déchéance, rendue seule coupable d'avoir entretenu un Barnum omineux, fut accusée à tort de lui avoir causé des torts qui n'existaient que dans l'imagination d'un esprit tortueux, mesquin et lâche. 1 an après leur séparation, il expliquait à Michel Lancelot sa rencontre et sa séparation d'avec Madeleine, avec ses quelques raccourcis lapidaires, épars, injustes. J'ai rencontré Madeleine un soir au Barbac, et Madeleine est rentrée dans ma vie comme un ouragan.
Madeleine est très intelligente, très cultivée, et puis passionnée. Invivable. J'ai vécu 18 ans avec elle, et puis je n'ai plus pu vivre. Mais ça n'enlève rien à ses qualités. Et puis, elle m'a beaucoup aidée, parce qu'elle me comprenait bien, et c'était un peu comme ça dans le prolongement, quoi. Les femmes ne savent pas s'arrêter. C'est ça le drame des femmes. Quand elles mettent le grappin sur un mec, il faut qu'elles l'assassinent à la fin. Et on a vécu comme ça, dans la merde, des années et des années. Il ne faut pas trop approcher les génies. On peut les admirer, au loin, de loin, tendre l'oreille. Les aimer en tant qu'hommes, c'est autre chose. Léo Ferré en personne n'était pas le dernier à se foutre de ce qu'il représentait. Je veux être drapé de noir et de raison, battre de l'aile au bord de l'enfer démocrate, et cracher sur Trotsky, sur Lénine et Socrate, et qu'on dise de moi, mon Dieu, qu'il était con. Le petit Léo aurait certainement aimé naître dans quelque faubourg sombre d'une province décharnée ou dans une ville minière agonie de tristesse pour coller à la noirceur de ses révoltes. Mais voilà, il naquit à son corps défendant à Monaco le 24 août 1916 au sein d'une famille sans embarras de fin de mois. Son père, de croupier, était tout de même passé directeur du personnel du casino de Monte-Carlo. Son oncle maternel, directeur du théâtre, ancien violoniste dans l'orchestre de la principauté, lui fit découvrir les coulisses d'un univers élitiste où il assista, émerveillé, aux répétitions de Fëdor Schialapin, d'Arturo Toscanini ou du compositeur Maurice Ravel. À l'âge de 9 ans, pensionnaire au collège Saint-Charles de Bordighera en Italie, il en conservera les souvenirs amers du cloisonnement, des rigueurs du protocole, de sa liturgie et des abus du surveillant général, pédophile, jamais inquiété. C'est au lycée de Monaco qu'il passera et obtiendra son baccalauréat de philosophie avant de poursuivre des études de droit à Sciences Po durant 4 ans. Mobilisé en 1939, il entre dans l'infanterie avant que la France ne capitule et ne le rende à la vie civile. Il s'installa avec sa première épouse, Odette, dans une ferme à Beausoleil. Et l'on peine à l'imaginer s'occuper de 45 oliviers, d'une mule, d'un mouton et de 3 vaches. Quelques années encore de frustration avant que le couple ne déménageât à Paris où il survécut à peine avec les maigres cachets de Léo, encore inconnu dans les cabarets où il s'essayait le soir devant un public indifférent. La misère aura raison de son ménage. Léo rencontra celle qui deviendra sa seconde épouse le 6 janvier 1950, quelques jours après son divorce, dans un bar de la rue du Bac à la clientèle interlope. Madeleine était la mère d'Annie, une petite fille de 5 ans née d'une précédente union. De cette rencontre, elle écrivait. Il y est rentré, incolore dans son imperméable beige, les yeux aigus et tendres, cerclés de lunettes de fer, l'écart des dents de la chance éblouissant un sourire d'enfant, un air d'ailleurs. Dès le lendemain, leur passion naissante s'accomplissait, lui déclarait. Je suis né par erreur en 1916, et une seconde fois quand j'ai connu Madeleine. Il avait 34 ans, elle en avait 26. Une chambre insalubre d'un hôtel minable du quartier latin est le témoin de leurs années difficiles. Un lit croulant, un piano à queue, une table encombrée de papiers, de partitions et d'ouvrages,
un lavabo ébréché pour tout ameublement où Annie, qui vivait chez ses grands-parents maternels à Maison-Alfort, venait visiter régulièrement sa mère et son nouveau compagnon. Avant que le couple et la gamine soient réunis sous le même toit, tout aussi précaire, au 28 du boulevard Pershing dans le 17e arrondissement, où l'on ne trouvait nulle trace de salle de bain. Et une famille complète de Saint-Bernard en prime composée de 12 bébés. L'évier servait autant à la vaisselle qu'à la toilette. Le repas quotidien consistait, le plus souvent, en un plat de spaghettis. Il fut long le chemin du succès. Par un retour aux sources monégasques surprenant, lorsque le prince Régnier III prit une table dans un cabaret un soir de décembre 1953, le brouillard se dissipa. Madeleine en raconte les tenants. Hier soir, incognito, avec 2 camarades, le prince de Monaco est venu à l'Arlequin écouter Léo. Il a applaudi à tour de bras. Léo, qui était déjà sur scène quand il est arrivé, ne l'a reconnu qu'au milieu de son tour, et ce, à cause de la chaleur de ses applaudissements et parce que sa table criait « Bravo !», ce qui est inhabituel. Inutile de dire que j'avais mon petit plan. Léo voulait s'en aller sans même aller à sa table, alors que de toute évidence, il n'était venu que pour lui. J'ai attendu la fin du spectacle, et pendant ce temps, j'ai fait la morale à Léo, lui disant que ce n'était pas la peine d'écrire de la musique s'il ne faisait jamais rien pour la faire jouer. Les seuls arguments qui portent. Donc, le spectacle terminé, Léo a été à sa table pour le remercier d'être venu et il s'en est suivi une conversation très cordiale. Le prince s'est même levé pour le saluer, ce qu'il n'avait pas à faire. Vu la situation, comme on dit, il lui a demandé de lui donner le disque de Paris Canaille. Et pour terminer, Léo s'est jeté à l'eau et lui a demandé un entretien particulier. Régnier, sans hésiter, lui a dit « Demain, à midi, chez moi, 9 avenue du Maréchal Monoury. » Donc aujourd'hui, nous avons traversé une grande crise de cafards. Le mois dernier, l'oratorio du mal-aimé ayant été refusé, comme auparavant l'opéra, par ce même comité de lecture composé de petits baveux et médiocres, illustres inconnus tout-puissants sous le manteau qui ne peuvent souffrir même que Léo existe. La directrice de France Inter, Mélia, ne peut rien, parce qu'on ne peut rien contre les comités de lecture et leurs décisions anonymes, mais à réconforter Léo. Les choses en sont là. Et le pauvre Léo l'a mauvaise au fond du cœur. Bref, à midi, sur son 31, et abreuvé de mes conseils nocturnes, c'est-à-dire de s'ouvrir en toute simplicité, lui dire qu'il ne venait pas quémander, mais demander, lui raconter toutes les injustices et les rancœurs qu'il doit avaler, nous avons trouvé des phrases sensationnelles. Mon Léo, manuscrit sous le bras, est allé chez son prince, gonflé à bloc. Il est revenu à 2 heures et m'a rapporté, les larmes aux yeux, et j'avoue qu'il y a de quoi, la conversation plus qu'amicale qu'il a eue avec lui. Dans son appartement privé, grande pièce, avec un bar en forme de bateau, il lui a ouvert la porte, lui a offert un whisky qu'il a servi lui-même. Léo s'est expliqué. Les portes de la musique me sont fermées. Je comprends maintenant qu'elles le seront à jamais si vous ne me les ouvrez pas. C'est ce que je viens vous demander. Et puisque vous me dites que vous aimez mes chansons, je vous dis que je les donnerai toutes pour entendre une seule page de ma musique. Wagner a eu son Louis II de Bavière, je vous demande d'être mon Régnier de Monaco. Ensuite, il lui a raconté ses échecs, ses refus, qu'il ne saurait jamais être le poulain de personne, que ce métier était un panier de crabes. Pour clore le tout, il vient à la maison écouter l'oratorio accompagné du prochain directeur de la Société des Bains de Mer, un certain monsieur Pez de ses amis. Plusieurs fois, et alors que Léo n'en parlait plus, il lui a demandé des précisions sur le matériel qu'il lui faudrait, le temps, les décors. « Nous montrerons cela le 14 novembre pour ma fête. Soyez tranquille. Je ne montrerai pas vos manuscrits au comité. » Léo lui téléphone demain à midi à TRO 2740 chez lui. Il vient jeudi ou vendredi à 6 heures. Il lui a demandé de ne convoquer personne, si ce n'est un chanteur et un pianiste. Léo lui a dit qu'il ne trouverait que sa femme, sa fille et ses chiens. Il a souri. Ensuite, ils ont parlé chiens, et pour terminer, une chose extrêmement importante pour la maman de Léo, il faut qu'elle écrive en demandant sa réintégration monégasque, les faits, mariage, etc. Régnier a dit « C'est une simple formalité, mais qu'il faut faire afin que je puisse m'occuper de vous. C'est moins compliqué que la naturalisation. » Léo est transfiguré.
Le prince tint parole. 80 musiciens et 40 choristes furent mis à disposition de l'artiste pour servir la symphonie interrompue, œuvre musicale qu'il avait écrite sur le long poème de Guillaume Apollinaire, La chanson du mal-aimé, aidé par Madeleine qui en assura le découpage et dévoilait les contours des personnages. Des semaines durant, Ferret travailla d'arrache-pied avec son épouse. Aidé de quelques puissants amis qui financèrent le voyage et leur tenue de gala, le couple gagna Monaco. Le couturier Pierre Balmain offrit gracieusement les costumes des comédiens, à la seule condition d'être cité. Pour l'unique fois de sa vie, Ferret s'était glissé dans un smoking, un nœud papillon à l'encolure. Entre les mailles de ses notes, un auditoire extatique dans la salle bondée de l'opéra suspendu à sa baguette de chef d'orchestre. Cette soirée du jeudi 29 avril 1954, célébrant du même coup les 2 ans de mariage du couple, fut un triomphe. La presse monégasque titra d'une seule voix. Léo Ferret est prophète en son pays. Même son de cloche chez François, le 30 avril. Léo Ferret, le compositeur tourmenté des boîtes d'avant-garde, a dirigé en habit à Monaco un oratorio scénique de sa composition. 20 ans après, Léo Ferret, enfant prodigue, est revenu au pays natal pour accueillir un triomphe. Monégasque, il quitta la principauté à 18 ans. Il en a maintenant 38, et le hasard veut que ce soit parmi les siens que son compositeur de chansons populaires a créé hier soir son premier ouvrage lyrique. C'était la 2e fois dans sa carrière qu'il dirigeait un orchestre symphonique, mais il n'avait jamais encore revêtu l'habit en public. D'émotion, il en oublia même ses bretelles à Paris, et l'on dut à la dernière minute emprunter celles du fils du concierge du casino. Il ne l'aurait certes pas reconnu, ceux qui ont l'habitude de le voir à l'Arlequin avec sa chemise à col ouvert, son masque tourmenté et tragique, ses allures de révolté. Soirée très monégasque où l'on notait le prince régné III et la famille princière. Monsieur le maire, messieurs les conseillers. Les parents du compositeur et ses anciens camarades du lycée de la ville. La chanson du mal-aimé est un oratorio scénique pour soli, chœur et orchestre, écrit d'après le poème de Guillaume Apollinaire, dont il respecte scrupuleusement les 59 versets de 5 vers. Il met en scène 4 personnages imaginaires évoluant dans un pays que nul n'a jamais visité. La femme, Madame Nadine Sautereau, le mal-aimé, Monsieur Bernard de Migny, l'ange, Monsieur Jacques Douai, et le double, Henri Etcheverry. La musique de Léo Ferret rappelle par son étrangeté et sa puissance celle de ses chansons. L'orchestration est la preuve d'une surtechnique. Cela n'est pas pour étonner, ses maîtres s'appelaient Reynaldo Hahn et Marc César Scotto. L'assistance satisfaite fit relever 10 fois le rideau de velours bleu. La chanson du mal-aimé sera probablement représentée l'hiver prochain à Paris. Des pourparlers sont en cours avec le théâtre des Champs-Élysées. Léo Ferret, qui a pris goût au lyrique, prépare avec sa femme Madeleine, qui est aussi sa meilleure collaboratrice, un opéra en 3 actes et 6 tableaux, La vie d'un artiste. C'est l'histoire d'un musicien qui attend la gloire toute sa vie et la voit venir quand il est trop tard. Le patriote sous la plume de Jean Collin se montrait tout aussi louangeur. Nous aimons la musique de Ferret parce qu'elle est vraie et authentique, à Vincennes comme à l'Opéra de Monte-Carlo. Léo Ferret va quitter la principauté en ce début de semaine pour reprendre ses activités dans la capitale. Auteur à succès, il a certes bien du chemin encore à parcourir. Pour notre modeste point de vue, qu'il sache que sa musique, satirique ou sentimentale, ou bien dramatique, ne reste pas en chemin entre l'orchestre et le public. Il est des résonances qui ne plaisent pas à tout le monde, qui ne correspondent pas au canon que suivent certains, mais auxquels on ne peut nier la force de la vérité. Suzanne Mallard enfonçait le clou dans ce tableau voué à sa gloire nouvelle dans son article de Nice Matin. La chanson du mal-aimé, la vraie, celle qui ne pouvait éclore, s'épanouir, être découverte qu'à Monaco, c'est jeudi soir que nous l'aurons pleinement connue, alors que, dans la loge princière, le prince régné III, entouré du prince Pierre et de la princesse Antoinette, voyait se réaliser l'accomplissement de sa volonté souveraine. Sur une scène où l'auteur acclamé embrassait sa femme au milieu d'un amoncellement de gerbes de fleurs, face à une salle où les autorités et les mélomanes de la principauté prenaient conscience qu'un jeune homme qu'il avait vu partir bravement, mais quasiment sans bagage vers Paris, Paris tout à la fois extinctrice d'illusions et allumeuse de gloire, était non seulement un nom inscrit en capitale sur des affiches et des étiquettes de disques, mais quelqu'un.
un musicien, un créateur, Léo Ferré. Une dernière confidence de l'intéressé de cette soirée mémorable. Il y avait des musiciens qui m'avaient connu jeune et des musiciens qui commençaient à être près de la retraite, qui m'avaient connu enfant. Et je me suis mis à diriger ça. Et alors, ça a été pour moi extraordinaire. Je crois que c'est la plus grande joie artistique de ma vie. L'année 1954 continua de tenir ses promesses. Paris Canaille apporta enfin un confort financier relatif au couple et à la petite Annie. Le Grand Prix du disque le récompensa. L'Olympia, en vedette américaine de Joséphine Baker, toujours guidée par son épouse, le confirma dans son élan, bien qu'il connût son lot de détracteurs, mais aussi d'avocats prompts à le défendre. Il y a quelques semaines, à son micro, André Bourillon s'est laissé aller à une diatribe qui n'avait rien de sportive. Très à son aise, avec un rien de suffisance, dans son rôle de démolisseur, il s'est permis de traîner Léo Ferré dans la boue. Léo Ferré pense. Voilà un poète, un compositeur dangereux et qui, bien que chantant la révolte, atteint tout de même la grande foule. Et notre sportif en studio d'étaler sa rancœur. Ce Ferré. Un cabot sans talent, sans voix, dont les vers sont d'un hermétisme imbécile et sa musique de mauvais goût. Seuls les snobs se contentent d'un pareil répertoire. Avoir faim. Souffrir de la contrainte et de l'exil. Cela ne fait en rien vibrer vos viscères en porcelaine. N'allez pas penser que je suis un défenseur d'idoles. Cette tribune serait mal choisie. D'ailleurs, l'œuvre de Ferré se défend parfaitement elle-même. Tout de même, il me semble que vous faites un là triste travail. On fait ce que l'on peut. Ferré obtient le succès mérité. Il est l'authentique poète de la vie authentique. Personne, sinon son génie, ne nous l'a imposé, pas plus que d'autres dont vous vous gardez bien de parler dans vos émissions. Ferré avait ses contempteurs. Lui-même n'était pas tendre envers ses coreligionnaires. Si Gilbert Bécaud retenait son admiration, la plupart des autres chanteurs lui inspiraient mépris et colère. Il en voulait à Serge Gainsbourg d'avoir détourné la musique classique pour y coller des textes. Yves Montand l'agaçait par son indifférence à son égard. Édith Piaf ne l'avait pas assez fait travailler à son goût. Isabelle Aubray ne l'avait pas suffisamment prise au sérieux. Juliette Gréco? Elle m'a chanté, mais un interprète, ça vous laisse tomber un jour ou l'autre. Je lui ai donné 2 chansons, elle a chanté l'autre, alors moi j'ai chanté la seconde. Seule Catherine Sauvage, sa voix grave, précise, métallique, qui portait si bien les utopies et les combats de son temps, trouvait grâce à ses yeux. Momentanément cependant, bien qu'elle eût interprété près d'une centaine de ses titres. Lors d'un entretien télévisé avec Denise Glaser, il s'en ouvrit sans trop prendre de gants. Chez nous, Catherine Sauvage, on l'appelle la Grande Catherine. C'est une fille admirable, d'un admirable courage, qui m'a laissé tomber. Maintenant, elle chante cet écrivain catholique que M. Aragon imprime dans la première page de son journal littéraire, qui s'appelle Marie-Noël. Ça ne lui va pas, Marie-Noël. Mais comment voulez-vous que je lui dise? C'est délicat, vous comprenez.
À quoi Denise Glaser répondit avec intelligence. « Vous ne pensez pas que ce n'est pas mauvais pour elle de faire un peu l'école buissonnière et de revenir? Si elle se trouve bien chez Marie-Noël, qu'elle y reste. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai 50 chansons qu'elle devrait chanter. Elle s'est arrêtée comme un tramway qui s'arrête pour aller cueillir des marguerites. » Qu'en pensait l'interprète estampillé égérie de la rive gauche? Catherine Sauvage n'était pas femme à s'en émouvoir pour si peu. C'est un personnage démesuré. J'en ai connu 2 autres comme lui, Pierre Brasseur et Gilles Vigneault. J'aurais aimé en connaître des tas d'autres. C'est la démesure qui m'intéresse. Orson Welles, La Magnani, Vittorio Gassman, Marlon Brando. À la susceptibilité de Ferret, préférons la poésie d'Aragon. Et tout à coup, sa voix, comme un cadeau, chaque mot qui prend sens complet. Ces phrases qui vous font entrer dans un pays singulier, on n'est plus seul, on n'est plus avec les importuns. Il y en a pour une demi-heure. Ce qu'elle dit tient, mais elle le chante. C'est tout comme, c'est son choix. Ce choix d'intelligence, et nous voici vraiment appelés dans un univers différent où tout parle à l'âme même. Un pays, je vous dis, où tout, comme les mots, se détache avec cette perfection du dire et ce tact merveilleux de chanter. C'est que tout cela est langage de poète, mais qui passe par une gorge de jour et d'ombre. Le prisme de la voix se fait lumière et transparence. De qui voulez-vous parler? Moi, je voulais parler d'une femme rencontrée avec ce nom déjà de souveraine, comme un beau masque de velours. Catherine Sauvage. C'est encore à Denise Glaser que Ferret confiait ses sentiments envers son épouse. « Ne me faites pas parler de Madeleine, parce que je serai tout de suite ému, prévient-il. Aussitôt, les larmes viennent, le submergent. Quelques instants plus tard, le poète et musicien confiera. Madeleine est l'autre bout de moi-même. On est fait en 2 à la maison. Il y a Madeleine, et puis moi. Au début des années 60, Ferret est un auteur-compositeur-interprète définitivement installé dans le métier. Vinyle, concerts à Bobino, l'Alhambra ou l'Olympia, couronnés par un contrat avec le label Eddie Barclay, lui ont assuré une vie agréable et confortable. On ne se lave plus dans l'évier de cuisine et on varie les menus. Pontiac, Jaguar, Mercedes et Ferrari sont autant de signes extérieurs de richesse dont il ne renie pas la paternité. Il vient d'acquérir l'île bretonne du Guesclin et son fort, pris de sanglots en pénétrant dans ces lieux intemporels. C'est cette atmosphère hors du temps, chargée de ces fantômes, qui lui inspirera une œuvre majeure, La mémoire et la mer, ode métaphorique aux marins et aux lacis de ses propres déchirures. C'est aussi le lieu où va résider un bébé chimpanzé de quelques mois à peine, cédé par le propriétaire d'un numéro de cabaret, le Jeans Family, croisé dans les coulisses de l'Alhambra en 1961. La petite Gloria, malade et de surcroît orpheline, ne pouvait accompagner la troupe de singes chavants pour un prochain voyage en Angleterre, condamnée de fait à la quarantaine. Pour couronner cette rencontre fortuite, elle contamina Ferret, son épouse, et la jeune Annie, car elle souffrait de gale. Le dresseur, trop content de se débarrasser de ce fardeau, les avait prévenus. « J'ai divorcé 3 fois à cause de mes chimpanzés. Encore plus qu'un autre animal, il faut qu'un chimpanzé sache qui est le maître. Sinon, vous courez au désastre. » Plus qu'un avertissement, demeurait lettre morte, une prophétie. Pour lui éviter tout risque de fuite vers la plage, une immense volière installée dans une partie du jardin reliée à la maison garantissait sa sécurité. Une cage si grande, dira à Madeleine, qu'on aurait pu y mettre 8 éléphants. Oubliez, Gloria. Bienvenue à celle que la famille a baptisée Pépé.
au fort breton s'ajoute dès 1963 le château de Perdigral dans le Lot, construit au XIVe siècle, ceint de 4 hectares près de Gourdon. Période féconde dans l'œuvre de l'artiste dionysiaque où il va mettre en musique les poètes Verlaine, Baudelaire et Rimbaud. Après un concert au casino de Saint-Céré, Ferré avait demandé à son ami et peintre Serge Arnoux, habitant de Glane, de chercher un lieu vaste et isolé pour pouvoir y accueillir l'ensemble de sa ménagerie. Pépé y règne en maître absolu, avec tyrannie, brisant vaisselle et bibelots avec une joie indicible. Madeleine et Léo en ont spontanément fait l'enfant, jamais né de leur alliance. Rien ne lui est refusé, tout lui est permis. Et si ses excréments salissent les divans et les sièges de voiture, on nettoie sans mot dire. Au domicile parisien, les domestiques ont pris le large, effrayés par la nouvelle maîtresse de maison qui leur inflige coups et morsures à quiconque se trouve sur sa trajectoire. Pépé possède sa propre chambre, ses jouets. Elle déjeune à table, conduit la voiture sur les genoux de Léo. Le soir, avant d'enfiler son pyjama, elle boit gentiment sa tisane avant de serrer très fort dans ses bras ses bienfaiteurs. Bientôt, elle ne se nourrit plus que d'aliments de premier choix, fruits exotiques achetés chez Hédiard et Fauchon, et ne fume pas moins que des cigares cubains. Les deux belles familles respectives en furent horrifiées, mais alerter Ferret des manières de sa protégée, c'était s'attirer ses foudres tonitruantes. Tous ceux qui osaient émettre un doute sur son éducation étaient aussitôt écartés jusqu'aux plus fidèles amis devenus en l'espace d'une simple remarque des ennemis jurés à jamais infréquentables. À Pépé s'additionnèrent rapidement d'autres âmes en peine à 4 pattes, transformant les lieux en Éden zoologique. Chiens, chats, le taureau Arthur, le cochon Baba qui avoisine les 300 kilos, quelques vaches au nom de la mère et des tantes de Léo, Charlotte, Titine et Fifine, des moutons et des chevaux par dizaines, et d'autres chimpanzés achetés au hasard de cirques ambulants, jusqu'à un ours brun qui ne restera pas, faute de savoir comment le faire cohabiter avec les autres résidents du lieu. Une vieille Zaza, qui avait les mains de Piaf selon Léo, ne quittait plus sa cage, elle était dangereuse. D'après Annie, lui-même y pénétrait rarement, il en avait peur.
Les années passent, et l'anarchie qui règne dans le cœur et l'œuvre de Ferret s'est cristallisée dans les faits et gestes de Pépé de plus en plus incontrôlables. Le bébé chimpanzé est devenu bien vite un singe fort et puissant, qui a appris à communiquer et qui sait se faire entendre. Sournoise et manipulatrice, si elle est contrariée, câline et séductrice si elle veut obtenir quelque faveur. Peu est épargné sur son passage. Les meubles rongés, détruits, les rideaux ou les couvre-lits déchiquetés, les vitres brisées, les tuiles des toits arrachées et balancées alentour dans le vide, jusqu'aux chats, sauvagement tués ou aux chiens brutalement attaqués, attestent de son pouvoir. Madeleine l'admet, amusée ou résignée. Pépé était à la fois déménageur, couvreur, plombier, femme de ménage, couturière, cuisinière. Elle savait tout faire, ou plutôt tout défaire. Elle-même semble possédée par la guenon à laquelle elle pardonne tout par avance, même si cette dernière s'attaque à sa fille. Un jour que je me promenais derrière ma mère dans une des allées du château à Perdrigal, Pépé grimpa soudainement dans un arbre au-dessus de moi et se laissa chuter violemment sur ma tête. Je tombai sous le choc, presque évanoui. Elle me mordit, je poussai un cri, et devant ma mère interrogative qui se retourna, Pépé prit immédiatement un air innocent, des plus innocents, et se mit à m'embrasser avec une tendre mimique là où elle m'avait mordu. « Tu t'es fait mal, elle te console, c'est ta sœur. » Impassible, indifférente, elle continua son chemin, et Pépé me remordit. L'enfer. Lorsque le préfet de région et son épouse vinrent dîner au domaine, curieux de croiser une telle créature dont la presse parlait, ils ne furent pas en reste. Madeleine eut beau les prévenir de venir habillés en négligé, ils n'en firent rien. Annie en dresse un portrait truculent. Tandis que les truffes enveloppées de jambon de Parme et scellées dans du papier aluminium couvaient sous la cendre, tandis que le gigot pas encore à point commençait à grésiller dans le four, je les vis arriver, parés comme des châssis de fête-dieu, lui nœud papillon, montre en or massif, elle, somptueuse en robe de lamé sous le manteau de fourrure, collier, boucle d'oreille et bracelet assortis. Pépé fit une entrée fracassante. En un tour de paluche, ils étaient tous les deux quasiment à poil. Elle faucha tranquillement une petite tranche de gigot et s'en alla avec sous le bras, dans une main, manteau de fourrure, collier, bracelet et soutien-gorge, dans l'autre, montre et nœud de papillon. En un clin d'œil, tout était en haut du toit. Elle poussa le charme, ayant mis son butin à l'abri, à venir les embrasser pour le dessert. Ils durent repartir, en dégueulasse, avec des fringues à nous, mais susurrant chaleureusement qu'ils avaient passé une soirée extraordinaire. Je les crois. Le lendemain, elle me ramena ses trophées de la nuit et me les offrit. En tournée, la Guenon voyage dans une camionnette aménagée avec des barreaux. Madeleine, installée à l'arrière, à ses côtés, souvent saoule et débraillée. Pépé est devenu l'idole d'une tragédie antique, où chacun jouait sa partition derrière son masque, agitait les ressorts du drame qui se nouait entre les deux comparses, dont les liens avaient commencé à se distendre irrémédiablement. Léo, jadis fidèle, s'était rattrapé en courant les jupons des Lolitas lors de ses virées parisiennes, assumant les vouloirs de plus en plus jeunes, de plus en plus pressés de fuir un environnement oppressant, où cette ménagerie disparate avait pris une place démesurée dans ce chaos conjugal. Madeleine, demeurée au château, sombrait lentement. L'alcoolisme mondain du couple s'était mué en ivresse solitaire chez l'épouse délaissée, qui abandonnait complaisamment des bouteilles de whisky sur son passage comme autant d'épaves en témoignage de son naufrage. « Je plonge notre couple en enfer », confiait Madeleine. « Pépé, c'était ce chimpanzé qui me tenait debout dans ton enfer », répondait Léo.
Au début du printemps 1968, Pépé tomba d'un arbre lors d'une promenade avec Léo dans une forêt près de Perdrigal. La blessure s'est avérée sérieuse. Le vétérinaire de Gourdon, appelé en urgence face à un animal en souffrance qui arrachait ses bandages et brutalisait sa plaie à vif, était impuissant à la soigner. Léo prit la fuite au prétexte d'un concert dont il ne revint jamais, s'excusant presque, dans une lettre expéditive de son départ, avouant sa lâcheté face à une tribu dont il ne voulait plus assumer la charge. Une simple lettre de rupture venue mettre un terme à 18 ans de haut et de bas, partagés jusqu'à plus soif. Inquiète, Annie se rendit chez sa mère et qu'elle trouva errante dans le parc, perdue, blessée au pied par une morsure de Zaza. L'état de Pépé avait empiré au point que la gangrène s'était installée. 2 assistants d'un vétérinaire vedette appelé en renfort durent battre en retraite, mordus par la guenon agonisante. Pépé fut attiré par un plat de raviolis agrémenté d'un somnifère. Un chasseur, appelé en dernier recours, acheva ses tourments. En entendant le coup de feu, Madeleine, déjà au plus mal, s'effondra. C'est à Annie que revint la douloureuse charge de l'avenir de la ménagerie. Zaza et Baba furent abattus sur place faute de pouvoir être placés. Les petits chimpanzés, Bambino, Tata et Titine, furent conduits en toute hâte mais à contre-cœur chez l'acteur Jean Richard, propriétaire du cirque du même nom, qui les récupéra sans aménité. C'est même peu dire de l'accueil qu'il réserva à la jeune femme en détresse. À l'entrée du salon, une biche empaillée, debout, tenait un cendrier. J'aperçus des robes longues, j'entendis la musique. Visiblement, je tombais mal. Il arriva, l'air plutôt ennuyé, m'emmena dans son bureau, se méprit, crut que Léo était mon père et ma mère ma belle-mère. Il m'en dit des choses fort désagréables et refusa tout net. Je ne prends pas les chimpanzés de Madeleine Ferré. Je le suppliais, ce n'était qu'une aide provisoire, pour quelques jours, puisque j'avais déjà réussi à placer à Holiday on Ice l'un des petits, et que j'allais faire tout mon possible pour le libérer au plus vite. Il accepta avec réticence. Je vous les garde 3 jours, grand maximum. J'ai trop de chimpanzés, trop d'histoires, je n'en veux plus. À son retour, Annie dut veiller sur sa mère. Son état de santé s'était dégradé. Soumise finalement à des électrochocs qui aggravèrent son instabilité, Annie, à son tour, fut secouée de crises d'hystérie. Tout un univers avait foutu le camp, emporté par la tornade de la couardise et des compromissions d'un artiste mégalomane. Léo Ferret s'épanchait dans les médias, flattait Madeleine, pour mieux l'anéantir d'une phrase ou d'un sous-entendu malveillant porté par un rectus en guise de sourire, et mentait outrageusement sur un passé qu'il se plaisait à réécrire sans vergogne. Porté par la libération sexuelle de l'époque, il vantait les amours tarifés dans un langage ordurier, sublimait les émois de la jeunesse avec davantage de pureté, toujours porté par ces paradoxes irréconciliables. Un soir, sur la route, je voudrais voir, dans la lumière de mes phares, un garçon et une fille, tous deux très jeunes, très beaux, accouplés. Je descendrai, je dirai au garçon « Voilà ce qu'il faut que tu fasses pour ne rien abîmer, pour bien réussir l'œuvre d'art que tu es en train de créer. » Et puis je leur enverrai un baiser. L'anarchie, c'est ça. Quant aux anciennes amies du couple, dont les souvenirs entraient de plein fouet avec ses mensonges éhontés, il préféra les congédier comme des malpropres en les abreuvant d'injures. Le 3 octobre 1969,
Alors que Ferret se produisait au Don Camillo rue des Saints-Pères à Paris, Madeleine pénétra dans la salle, alors qu'il hurlait sur scène le chien, et réclamait qu'on fasse venir à lui certaines chiennes. Elle monta sur scène, le gifla violemment, et ressortit aussi dignement qu'elle y était entrée. Le divorce, finalisé en 1973, fut orageux, ponctué de lettres d'insultes et de reproches amers, dont Madeleine gardait les reliques comme des lettres d'amour empoisonnées. 1 an plus tard, il épousait l'ancienne bonne du domaine rencontrée quelques années plus tôt, alors qu'elle était à leur service. Elle était encore mineure, 30 ans les séparaient. Dans un de ses courriers, Madeleine s'épanchait, espérant sans doute encore. Mais quoi donc au juste? C'est chouette d'être un nanar, tout vous est permis. La déloyauté, l'abandon, la calomnie, le reniement de tout ce qui fut beau et propre. Je savais que tu allais me faire tôt ou tard, le sale boulot. Je prends tout sur moi. Je t'aime, mon Léo, comme avant. Tu m'as obligé à faire ce qu'il fallait faire, sans doute. Cette immense blessure, je peux la taire. Pépé vit au fond de ce qu'il reste de mon cœur. À cette époque, Ferret ne cachait pas non plus son opinion définitive sur les femmes. Il faut être misogyne. Il faut aimer les femmes, mais savoir mettre les femmes à leur place, sur un trône, sans les adorer, et qu'elles nous foutent la paix. Jusqu'à s'affirmer en abrégé. Je hais un certain type de femmes, les femmes cultivées. Il n'en rentre plus une chez moi. Pas de femme cultivée. L'intelligence de la femme est dans ses ovaires, ça à tout prix. La femme, c'est la mère, voilà. Il restait aux anciens époux 20 années à vivre. Morose dans l'impasse des coulisses de la tristesse pour Madeleine, sous l'emprise d'un homme calculateur, violent et infidèle, de 19 ans son cadet. Un malotru qui l'épousa sur son lit de mort, avec 2 infirmières pour témoins, condamné ultérieurement en correctionnel pour diverses escroqueries à son encontre. Couronné pour Léo de coups de gueule et de succès, où se bousculent la mer, la solitude, le temps, la mort, les seins de Lola, le rouge, le noir, Dieu, Satan, prêtre, anarchiste, amant, partisan, matelot, poète, putain, bas de soie, fleur du mal, albatros, cygne et oie sauvage. Racheté à la fin des années 90 par John Manchek, un investisseur franco-américain ayant fait fortune dans l'aéronautique, Perdrigal, abandonné, délabré, sera réaménagé de fond en comble au point de perdre son âme d'antan. Même la tombe de Pépé va disparaître dans cet immense chantier. 17 chambres, 14 salles de bain, plusieurs salles de réception, une maison de gardien, une ferme, un pigeonnier, un chai, une piscine, un court tennis et une grange rénovée composent aujourd'hui une maison d'hôte de luxe qui n'a jamais trouvé preneur sur le marché immobilier, malgré de multiples baisses de prix significatives. Sans oublier un vignoble garantissant une production annuelle de 3000 litres de merlot.
La secrétaire de mairie de Sainte-Claire se souvient que quelques années auparavant, l'association de Léo Ferré avait demandé entre autres à visiter le domaine restauré. Cela leur avait été refusé. Incarcéré outre-Atlantique pour détention d'images pédopornographiques en 2014 et sous le coup de 39 chefs d'inculpation, John Manchac avait fui les États-Unis en abandonnant une caution de 500 000 $ pour regagner la France qui avait refusé son extradition. Mais il avait fini par être rattrapé lors d'un voyage en République dominicaine en 2020 et remis aux autorités américaines. De sa cellule du comté d'Indian River, en Floride, le multimillionnaire avait organisé sa fuite à bord de son yacht de 42 mètres de long, le Princess of Palo, et son jet privé, pour rejoindre son domaine dans le Lot au mois de mai 2023. Dénoncé par un de ses complices, ses plans déjoués par la police, il y est toujours détenu et vient d'être condamné, presque octogénaire, à y purger une peine de 20 ans. Séparés par la vie, les anciens époux se rejoignirent dans la mort la même année. Madeleine succomba à un cancer de la gorge le 24 mai 1993 sans que sa fille ne soit prévenue. Ses derniers mots furent pour Léo, celui qu'elle appelait mon soleil. Lui fut emporté le 14 juillet, sans avoir été alerté du décès de son ancienne épouse. Dans sa chanson à Madeleine, il avait prophétisé les événements. Et si tu meurs devant, je suivrai à la trace. Comme le chien perdu sans collier ni pâté, recherche tendrement son chagrin à la place où son bonheur si bêtement s'est arrêté. En la quittant, Ferré avait écrit une chanson qui a fait date. Avec le temps, racontait en quelques phrases simples l'agonie de leur histoire qui ne l'était pas simple. Une histoire que depuis, des millions d'autres cœurs se sont appropriés. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, et sous le phare, d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit, avec le temps tout s'évanouit. À Pépé, il avait écrit une chanson en son hommage. T'avais les mains comme des raquettes, Pépé, et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit, tandis que lui, ben oui. Chez les Ferrets, Pépé, t'avais les yeux comme des lucarnes, Pépé, comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres, comme on regardait un chimpanzé chez les Ferrets, Pépé. T'avais le cœur comme un tambour, Pépé, de ceux qu'on le voit le vendredi saint, vers les 3 heures après-midi pour regarder Jésus machin, souffler sur ses 33 bougies, tandis que toi t'en avais cuite, le 7 avril de 68, Pépé. Je voudrais avoir les mains de la mort, Pépé. Et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi. Ça ne changerait rien à mon décor. On couche toujours avec la mort. On couche toujours avec la mort. On couche toujours avec la mort, Pépé. Notre siècle déboulonne les statues, interdit les livres ou les brûle, dénonce leurs titres, débaptise les rues et réécrit l'histoire. La légion professionnelle des offensés de tout et de rien, de l'essentiel comme du superflu, s'évertue, armée des flèches trempées dans le venin du bien contre le mal,
à réduire au silence et à enterrer la mémoire de ceux qui ne ballottent pas dans le sens de son vent. Chantres de la liberté d'expression, ils n'admettent d'entendre que celles qui flattent leurs desseins et garantissent leur destin. Au prétexte d'inclusion, ils excluent à tout va. Au prétexte de vérité, ils la travestissent et la salissent. Léo Ferré a pour l'heure échappé à leur colère, à leur vindicte, à leur crachat. Sans doute car ces nouvelles générations d'indignés ne le connaissent pas, ou très superficiellement, sa mémoire et son travail étant bien mal évoqués au fil des décennies. Je donne peu cher de sa peau, le jour où l'un d'entre eux déterrera son œuvre de mâle blanc misogyne sans muselière, et y plongera une oreille attentive. Ferré l'anarchiste, hier conspué par les bourgeois, serait aujourd'hui conspué par les anarchistes d'un temps déboussolé, rebelles en carton formaté et acculturés, fiers d'être ce qu'ils croient être, fiers de n'être rien, tout au long de cette longue purge où eux-mêmes finiront par être purgés à leur tour, quand les loups se boufferont entre eux, faute de proie. Les mêmes inquisiteurs non-genrés, fluides, non-binaires, spectrosexuels ou multifictinos sortis de l'imagination d'un néant bruyant, qui ont piétiné Serge Gainsbourg et sa masculinité toxique en le faisant passer pour un prédateur sexuel raciste et un pédophile incestueux, seront aussi nombreux à dénoncer Ferré. Les motifs ne manquent pas tant la matrice de son œuvre regorge d'allusions et de provocations que la cancel culture adorerait javeliser aux ablutions rédemptrices. Il s'en moquerait sans doute, s'en emporterait certainement, les renverrait à leurs fébriles études et à leurs tribunaux staliniens exemptés d'avocats de la défense. Avec quelques bras et quelques doigts d'honneur, ses prières païennes, ses blasphèmes liturgiques, lui avait déjà prévenu. À mon enterrement, j'aurai un cœur de fer, et me suivrai tout seul sur le dernier bitume, lâchant mon ombre enfin, pour me mettre en enfer, dans le dernier taxi, tapinant dans la brume. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.